Donc des pêches plus raisonnées, c'est-à-dire ne prendre que ce dont on a besoin. C'est-à-dire je vois des gars en Bretagne ou quoi, des vidéos où les gars ils vont aller chercher du coquillage, ils vont aller le pêcher à la main au fond Oui, de bien l'eau. sûr, il y a des gars qui vont pêcher à la main. Non, mais après, il y a des gars en Bretagne qui pêchent la coquille Saint-Jacques avec des normes et des quotas qui sont raisonnables. Et ça fonctionne. Tu peux très bien balancer un filet, ça fonctionne aussi. Les pêcheurs guadeloupéens, ils font un très très bon boulot. Moi, j'avais vu, tu sais, pendant toutes ces années, j'étais dans un port de pêche à Bailly-Argent. Moi, les copains, tous mes potes pêcheurs, moi, je les vois rentrer tous les jours. Il n'y a aucun problème. Et les gars, ils font une pêche normale, raisonnée. Ils connaissent. Il n'y a personne qui connaît mieux la mer qu'eux et les poissons. Ils savent exactement ce qu'il y a, ils savent à quel moment il faut pêcher tel et tel poisson, ils savent qu'à telle période ils vont pêcher le balaou, parce que c'est ce moment-là qu'il y a beaucoup de balaou, ils vont foutre la paix à la dorade, après c'est la période de la dorade, ils vont pêcher la dorade, donc ils ont une pêche raisonnée qui est culturelle, qui est traditionnelle et qui fonctionne très bien. Là, il n'y a aucun problème, tu peux aller à Bailly-Argent acheter ton poisson, il n'y a aucun problème. Je ne parle pas de ça, je parle des Chinois et pas seulement les Chinois d'ailleurs, Qui mais les ratissent les Français fonds. avec des gens qui ont des super tankers et qui ratissent tout avec des filets qui font plusieurs hectares. Ça, c'est pas de la pêche. La pêche telle qu'elle est pratiquée en Guadeloupe ou qu'elle est pratiquée en Bretagne, il n'y a aucun problème. Non, non, c'est pas ça la pêche. La pêche qui est grave. La pêche qui est grave, c'est des énormes chalutiers qui font 300 mètres de long. Qui C'est retournent le fond. l'industrie, la pêche industrielle. Ça, il faut arrêter ça tout de suite. Déjà, merci d'avoir accepté quand même cette discussion. Qu'est-ce que vient faire un whale watcher bioacousticien dans une émission de bien-être et de santé holistique? Eh ben, c'est pour moi complètement dans le sujet parce que je pense qu'on a un regard sur les animaux marins qui est complètement erroné. Et grâce à toi, il y a quelques années, c'était une année que j'avais dédiée à sortir de certaines peurs de l'océan, de la mer, de l'immensité en tout cas. Et avec toi, ça a été un premier pas pour redécouvrir ce qu'est le monde marin, qu'aujourd'hui on aborde avec beaucoup d'hostilité. Il n'y a qu'à voir à La Réunion ou ailleurs avec ce qu'on fait avec les requins quand il y a des accidents. Et toi, ta spécialité, ce sont les cétacés. Et déjà, merci donc de m'avoir initié à apporter un autre regard sur le monde marin. Et, et on pourrait même aller plus loin, que le monde marin pourrait même nous aider à nous guérir et aller un peu plus loin dans notre démarche de développement personnel. Eh ben, écoute, c'est un grand plaisir. Toujours un grand plaisir de partager avec toi des belles choses, du savoir, des émotions, des choses qui font avancer aussi, qu'on fasse avancer le bien-être, c'est important. Ça fait partie aussi des choses aujourd'hui, pas mal de gens prennent conscience que le bien-être, il ne vient pas uniquement de ce qu'on mange, même si c'est hyper important, et tu es bien placé pour le savoir. Et bien manger, c'est bien, mais c'est bien aussi d'être entouré de bonnes vibrations, de bonnes ondes, la musique, plein de choses. Et la communication aussi entre les animaux est parfois beaucoup plus fluide que la communication entre les hommes. Et donc, que ce soit dans leur chant, leur musique ou dans leur manière de communiquer, je pense on a encore pas mal de choses à apprendre dans leur domaine. Ils ne sont pas des êtres humains, ils ont leur manière de voir les choses et de communiquer, de prendre soin de leur énergie eux-mêmes avec leur propre méthode. Mais ceci dit, on a certainement à observer, à décortiquer et apprendre, oui. Donc, c'est pas très éloigné finalement. Non. Tu as découvert les baleines et tu t'es intéressé au son, ou bien tu étais déjà porté sur le son et le cheminement t'a emmené vers les cétacés? Non, le son, comme tout le monde, j'adorais, j'ai toujours écouté beaucoup de musique. J'ai joué de la musique quand j'étais plus jeune, quand j'avais 14, 15 ans, 16 ans, 17 ans, je jouais dans des petits groupes comme ça, on jouait du rock, mais bon, ça n'était pas une grande formation musicale, mais j'ai toujours écouté beaucoup de musique, bien sûr. Après, le fait d'avoir voyagé, effectivement, ça m'a ouvert les oreilles sur d'autres sons, d'autres musiques, des musiques un peu plus anciennes. Hein. Je ne parle pas de musique classique telle qu'on la conçoit en Europe, je parle de musique traditionnelle, ancienne, de peuples un peu éloignés de nous
dans leur culture et leur spiritualité, des gens qui ont conservé au fil des siècles et des millénaires des musiques et des sons qui sont utilisés dans la médecine, comme on parle beaucoup en ce moment de chamanisme ou de chants de soins, effectivement, même les bouddhistes. Enfin bon, on sait que le son soigne s'il est bien utilisé, s'il est bien pratiqué par des gens qui... Voilà, donc, et c'est là qu'il y a eu un parallèle qui s'est fait pour moi entre les chants, les voyages m'ont apporté des connaissances de ces musiques. Et je me suis rendu compte qu'effectivement, les animaux, comme je te le disais tout à l'heure, utilisent aussi parfois le son à des dessins un peu, on peut dire thérapeutiques. Enfin, au moins, on sait qu'ils se font du bien, quoi. Il y a des moments où il y a des réunions de baleines qui chantent et on sent qu'il y a une espèce de laisser-aller, un lâcher-prise complet des animaux pendant ces émissions de son. Et on sent qu'il y a vraiment une diffusion de bien-être par le son, oui. Donc ça c'est des choses que j'ai constatées il y a déjà très longtemps, effectivement, à Hawaï, en 1981. J'avais 20 ans et la première fois que j'ai écouté des baleines, sous l'eau, je parle, hein, en contact avec elles sous l'eau, il s'est avéré qu'à 20 ans, c'était la première fois aussi que j'entendais des chants chamaniques de musique hawaïenne traditionnelle. Et très naturellement, le parallèle s'est fait à ce moment-là. Ouais. Alors, est-ce que j'ai bien compris que parfois, il peut y avoir des cercles de baleines avec une baleine qui se met au centre et qu'il y a tout le groupe qui va envoyer des sons, comme tu dis, ou des chants pour pouvoir la soigner? Alors, ça, c'est l'hypothèse la plus probable, effectivement, que tous ceux qui, comme moi, depuis très longtemps, étudient ces animaux et essayer comprendre. Bon, après, quand de manière récurrente, on observe ce genre d'attitude, l'idée, c'est que enregistrer des sons, c'est vrai que c'est très important de pouvoir enregistrer des sons in situ, parce qu'on peut, à ce moment-là, observer les circonstances dans lesquelles ce sons ont été émis. Et effectivement, il ne faut pas avoir une imagination débordante pour se rendre compte qu'à partir du moment où un cercle se forme, qu'au centre du cercle, qui ressemble à peu près à un cercle, le son est diffusé à l'intention, enfin, tout au moins dans la direction d'un individu. Bon, il y a une relation de cause à effet. Les animaux qui sont autour et qui envoient le son sur cet animal muet positionné à l'endroit où tu reçois le son. Bon, il y a une dimension, voilà, il y a une dimension de soin, très certainement, ouais. Bien sûr. Après, c'est tout l'art, si tu veux, de bien comprendre la bioacoustique marine. C'est à la fois, il y a une partie d'éthologie qui est importante. L'éthologie, donc c'est l'observation du comportement animal. Et pour pouvoir arriver à déterminer un peu quelles sont mettre en place des hypothèses pour les raisons de ces émissions de son, absolument. Les observer, c'est important parce que c'est là où on va pouvoir déterminer la raison pour laquelle ils sont positionnés de telle manière par rapport à un individu, par rapport à du plancton, par rapport à quoi que ce soit. Dans quel sens sont dirigées les émissions de son, et ça peut essayer enfin, ça nous permet de nous poser les bonnes questions. Pourquoi ils font ça? Pourquoi ils ont cette formation musicale? Pourquoi ils envoient le son dans telle direction? Voilà, ça nous permet de nous questionner dans le bon sens déjà au départ. Ça nous donne des indices. Les premiers enregistrements des baleines, enfin en tout cas des cétacés, ils datent de quand? Alors, officiellement, on n'en sait rien, mais bon, il y a parmi les premiers bioacousticiens marins, en quelque sorte, les gens qui se sont vraiment mis à enregistrer des baleines, c'était un peu par hasard, c'était un Américain qui s'appelle Scott McVie. Et Scott McVie, lui, c'est un gars qui était embauché, il a été enrôlé dans l'armée américaine, et il s'est retrouvé comme acousticien. Bon, il connaissait l'acoustique, mais on l'a mis sur un rocher. Alors, je crois que c'était au large de Boston, je ne peux pas te dire exactement où. Bon, c'était sur la côte est, évidemment, des États-Unis. Il était sur une pointe, je ne sais pas, c'était au Chesapeake ou peu importe. Il était sur une pointe de rocher sur la Nouvelle-Angleterre. Et on l'avait mis là, dans une cabane, avec des micros dans l'eau. Et le gars, c'était à les périodes de la guerre froide. C'était au début des années 60, à la fin milieu des années 50. Oui, dans les années 55, entre 55 et 60, on l'avait mis là, le gars, un jeune militaire, avec des casques sur la tête pour écouter l'éventuelle intrusion des hostiles soviétiques dans les eaux militaires américaines. C'était sa fonction, mais le gars, en fait, il n'a jamais entendu de sous-marin, mais par contre, il a entendu les baleines toute la journée. Pendant tout son temps de garnison, il est resté des mois à écouter les chants des baleines. Et ensuite, à partir de là, Scott McVie est devenu un peu le
pionnier de la bioacoustique marine et de l'étude du chant des baleines. Il a été suivi par Roger Penn et son épouse, par Jim Nolman, qui sont les pionniers de cette époque-là, dans les années 70. Oui. Et entre les années 70 et là 2020, est-ce que dans les enregistrements qu'on entend de ces animaux marins, il y a une évolution, il y a une différence, ou il y a une certaine harmonie qui se fait suivre? Alors, il y a des bases qui sont récurrentes dans la manière dont sont construits les chants de baleines, quels que soient les dessins pour lesquels ils ont été construits, ou fabriqués, ou joués. Après, il y a des évolutions permanentes dans la musique des baleines. Il y a des évolutions qui vont se faire sur des harmonies qui vont changer, qui vont évoluer. Mais après, si tu veux, c'est un peu comme le rock'n'roll. Hein. Tu as une base et après, derrière, tu as de l'impro, tu as des créations, tu as des gens qui vont créer des nouvelles harmonies. Et les bases, les fondamentaux sont les mêmes, au départ. Les constructions de musique sont les mêmes. Et il y a des évolutions. Après, j'anticipe peut-être sur une prochaine question. Oui, vas-y. Non, vas-y. Mais par contre, effectivement, on peut noter que les baleines de certains hémisphères ou même de certaines régions dans le monde ont des musiques un peu régionales qui vont correspondre à leur musique à elles. Okay. Les baleines du Pacifique Nord, enfin d'Hawaï, ils ne vont pas forcément chanter exactement les mêmes chansons que les baleines d'Australie. Voilà. Elles ont quand même un petit peu de folklore local qu'elles ont développé entre elles depuis des millénaires. Et de la même manière qu'il y a des bonnes musiques créées par l'être humain qui sont harmonieuses, il peut y avoir des musiques qu'on peut considérer comme un peu chaotiques et pas forcément agréables. Est-ce que dans les chants des baleines, on peut retrouver parfois une baleine malade ou en détresse qui va avoir un chant qui devient non plus harmonieux mais chaotique? Ou de détresse? Alors, un chant, je ne sais pas. Moi, j'ai jamais eu l'occasion d'entendre un chant qui m'a paru qui manquait d'harmonie ou non. Par contre, dans des sons plutôt, lors de sons, il y a des moments, il y a des sons qui sont un peu des sons qui vont correspondre à des actions par rapport à la chasse, par rapport à l'éducation des juvéniles, ou des sons d'alerte aussi, de peur, de panique. Évidemment, c'est des animaux qui ont des réactions. Et dans ces cas-là, tu peux entendre des sons un peu bizarres, effectivement. Ça peut être un appel de détresse ou des choses comme ça, mais on n'a jamais vraiment enregistré un son qui correspondait à un message clair d'alerte. Non, ça, je ne connais pas ça. Par contre, tu peux ressentir dans la manière dont va chanter une baleine, tu vas sentir son état d'esprit. Tu vas sentir très vite dans sa musique si elle est plutôt mélancolique ou si elle est joyeuse. Ça c'est tout de suite. Dès qu'elle envoie les premières notes, tu vas tout de suite connaître son état d'esprit. Ouais. Ça, c'est avec immédiatement. Ton ressenti à toi. C'est dans tes tripes, tu ressens une émotion monter. Non, c'est pas mon ressenti à moi. Je pense que toute personne qui va aller dans l'eau avec une baleine, qui va chanter un chant mélancolique, va le ressentir comme tel. On parle de musique là, à ce moment-là. On parle plus d'expertise en communication interespèces. On parle vraiment de ressenti musical, d'émotion. Donc ça, tout un chacun est capable de le ressentir sans avoir une formation particulière. Ok. Et tu disais tout à l'heure que les baleines à Hawaï ne vont pas avoir les mêmes chants que des baleines d'ailleurs. S'il y a des baleines qui ont été reconnues, enregistrées, qu'on met des baleines de deux régions différentes ensemble, elles vont arriver à communiquer sur des... Enfin, il y a des similitudes? Clairement, oui. Bien sûr. Ça, après, on n'a jamais pu officiellement... Enfin, on n'a jamais tenté... Enfin, on ne sait même pas, en fait, si des baleines hawaïennes sont déjà venues à Hawaï ou au Gabon ou ailleurs. On ne sait pas à quel point vraiment elles voyagent. Les baleines ne sont pas taguées, heureusement. Maintenant, de toute façon, elles parlent la même langue. Elles jouent la même musique, on va dire. Donc, forcément, si un jour une hawaïenne rencontre une africaine ou une océanique, elles vont se parler. Elles vont chanter dans une langue qui leur est commune, bien évidemment. Tu parles souvent de Hawaï. C'est un langage universel. C'est un langage universel, avec des nuances en fonction des régions. Avec des nuances, oui, en fonction des régions, voilà. Et dans les émotions. Et dans les émotions aussi? C'est-à-dire qu'il y aura des émotions qui vont dominer dans des régions? Très clairement. Non, dans l'état d'esprit de la baleine au moment où elle chante. Ok.
Bah, ça me relance sur la question que j'avais, c'est-à-dire que je sais que tu parles souvent de Hawaï et qu'il y a ce lien qui n'a jamais été perdu entre les Hawaïens et les animaux marins. Et tu as observé qu'il y a une rupture dans, par exemple, nous, on est en Guadeloupe, enfin moi je suis en Guadeloupe en ce moment. Euh, on avait cette communication avec les animaux marins, on l'a perdue. Est-ce que tu pourrais l'expliquer d'une manière? Est-ce que tu as une théorie là-dessus? Oui. Alors, d'abord, si on revient un peu en arrière, bon, les Hawaïens, effectivement, ça fait presque 10 000 ans qu'ils sont sur leur île. Après, la plupart des peuples qui communiquent avec les baleines dans le monde sont des peuples premiers. Hein, donc, ils étaient là au début. Enfin, ils étaient là au début. Ils sont là depuis au moins 7, 8, 10 000 ans hein, pour la plupart des peuples premiers. Et dans les mêmes régions, après, c'est des gens qui ont bougé, mais et au fil de ces milliers d'années, des liens ont été créés avec les baleines. On les connaît hein, entre les Maoris, entre les aborigènes, même au Gabon, là, au Mayumba, enfin un peu partout dans le monde, en Alaska avec les Tlingits, avec ces liens existent depuis toujours, on les connaît et ils se perpétuent toujours aujourd'hui. Bon, effectivement, dans les Caraïbes, le lien n'existe plus, il a été perdu. C'est ça ma fameuse théorie du lien perdu dont je parle sur mon site internet. C'est un travail passionnant. C'est effectivement pourquoi le lien a été perdu. Ben, c'est simple, hein, en fait. La réponse, elle est quand même assez simple. Les Caraïbes étaient peuplés il y a 4500 ans par des gens qui étaient les Taïnos, les Arawaks, enfin, les Kalinago, les Caraïbes, tous ces peuples qui étaient là, qui sont arrivés, donc ce qu'on appelle aujourd'hui l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud. Enfin, c'est des peuples qui sont arrivés il y a 4500 ans, qui ont petit à petit ils sont installés sur ces îles. Les liens existaient certainement. On retrouve des gravures. Il y a des gravures sur de la pierre dans le parc national des Taïnos en République dominicaine, à Samana, où se reproduisent les baleines, dans la baie de Samana. Il y a un peuple taïnos qui était là, qui était troglodyte. Ils vivaient dans ce qu'on appelle aujourd'hui le parc Haïtis de Saint-Domingue et les baleines étaient devant chez eux, effectivement, dans les grottes, tu vois des gravures de baleines. Et ces gravures, elles sont étonnantes parce que tu vois des baleines qui sont représentées dans une position d'ouverture, c'est-à-dire que la baleine est cambrée vers l'avant, avec les deux nageoires pectorales poussées vers l'avant. Et ça, c'est ce qu'on retrouve dans la plupart des peuples premiers quand ils représentent la baleine. Il faut savoir que pour pouvoir représenter une baleine dans cette position, il faut l'avoir vue sous l'eau. Ce n'est pas une position qu'on peut observer depuis un bateau de la surface. Donc la personne, il y a 4500 ans, qui a gravé ça dans la pierre, a volontairement gravé ce qu'il avait vu de la baleine qui était, d'une certaine manière, en communication avec lui. Okay. Bon, et en plus, il n'y a aucune raison pour lesquelles ces peuples soient les seuls qui n'aient pas communiqué avec les baleines qui étaient devant chez eux. Bon, après, on a perdu toute trace de musique et de tout ça, malheureusement. Et puis, après, il y a eu un bouleversement énorme chez ces peuples. Ils ont pratiquement tous disparu, à quelques exceptions près. Et donc, il y a eu une rupture dans ce lien à ce moment-là avec les cétacés, notamment avec les baleines à bosse dans la musique. Et ce lien, pour l'instant, n'a jamais été retrouvé. C'est ce que j'appelle le lien perdu, mais il n'est pas impossible de recréer ce lien. Donc, ça, c'est tout à fait un challenge, à mon avis, très intéressant de tenter de ce que j'essaie de faire quand je suis en Guadeloupe, c'est de jouer de la musique avec ces animaux le plus possible pour pouvoir tenter de recréer le lien. Et ça fait que 7 ans que je suis arrivé en Guadeloupe, et en 7 ans, j'ai eu des résultats extraordinaires. J'ai vu la progression en 7 ans, c'est fabuleux, quoi. On arrive petit à petit à recréer ce lien. Comment tu l'observes, cette progression? Dans la réponse. Okay. Si tu veux, au début, il y a 7 ans, la première fois que je me suis mis à l'eau avec mon instrument, c'est le Shelton, c'est l'instrument avec lequel je joue de la musique sous l'eau, l'instrument que j'ai mis au point spécialement pour jouer de la musique avec les baleines. J'obtiens les mêmes résonances qu'elles, les mêmes fréquences, j'ai la même tessiture, j'ai 4 octaves et je descends à 4 Hz et je fais du son sous l'eau. Ça sonne comme un gros coquillage. La première fois que je suis allé dans l'eau avec des baleines, je voyais les baleines à 100 mètres du bateau, je me suis foutu à l'eau, j'allais commencer à faire du son. Bon, il y avait quand même tu vois, elles savent ce qui se passe, quoi. Très, très bien, un être humain qui fait du son dans l'eau. Mais pas d'intérêt. Et il y a vraiment une cassure qui a été effectuée, si tu veux. Il y a eu un traumatisme pour ces animaux, parce que le peuple avec lequel elles ont partagé ces émotions pendant 4500 ans, tout d'un coup, ce peuple a été massacré. C'était leurs amis, c'était considéré peut-être un peu comme leur famille. Et un jour, elles sont arrivées, comme d'habitude, au mois de décembre, pour retrouver leurs potes. Et elles ont trouvé d'autres gens avec des armes à feu. Et
le dialogue était rompu et non seulement ils ont rencontré des gens avec des armes à feu, mais ils ont rencontré une civilisation qui n'avait plus rien à voir avec la civilisation qu'elles connaissaient avant. Et après, on ne va pas parler de ce qui s'est passé dans les Caraïbes, mais c'était une période extrêmement douloureuse. Tout ce qui en a suivi, c'était une civilisation qui a été basée sur la violence, enfin, le racisme, la violence, l'esclavage. Ce n'était pas forcément des good vibes pour ces baleines. Et les envahisseurs, hein, donc les Européens qui sont arrivés là à ce moment-là, bah, non, elles n'ont pas poursuivi le dialogue avec eux. Donc, quand elles voient quelqu'un arriver comme ça, il y a cette mémoire chez elles. Elles se méfient de... Voilà. Donc, ça a été très compliqué. Ouais. Et puis, petit à petit, en 7 ans, comme je suis assez têtu et que je me mets à l'eau régulièrement avec mon instrument, même si c'est officiellement interdit parce qu'on est quand même dans le sanctuaire à Goa, donc normalement, je n'ai pas le droit de me mettre dans l'eau, donc je suis obligé de sortir du sanctuaire, ce qui m'oblige à aller très loin au large. Enfin, c'est pas simple. Mais peu importe. Donc, ça m'oblige à aller à presque 20 000 au large, tu vois, pour voir les baleines, pour sortir des zones du sanctuaire à Goa, pour respecter les réglementations du sanctuaire. Mais petit à petit, oui, effectivement, petit à petit, elles ont commencé à se rapprocher, de plus en plus curieuses. Curieuses, peut-être pas tellement, parce qu'elles savent ce qui se passe. Mais elles se sont dit, bon, le mec, il a l'air acharné. Et donc, elles ont une espèce de moi, je pense qu'elles ont eu pitié à un moment. C'était mon profond sentiment. Elles ont eu pitié, elles se sont dit, allez, on va lui faire plaisir. Et à un moment, elles ont répondu. Quand je leur ai balancé une note, elles ont répondu à la note. Et ça y est, le premier contact a été pris. Ça veut dire que voilà, c'est le début, c'est le tout début. Et là, il faut continuer ce travail, effectivement. Mais ça marche. Le contact a été repris. J'ai réussi à recevoir du son, à émettre et recevoir une réponse. Donc, c'est le tout début de ce travail. Mais sur le temps, avec des jeunes qui... Enfin, là, il y a un vrai boulot. Mais on peut récupérer ce lien, on peut retrouver ce lien avec ces animaux. Et aujourd'hui, tu sais, quand tu vois des Hawaïens, tu vois des Hawaïens de 90 ans avec leurs fils et leurs enfants et leurs petits-enfants qui partent en pirogue ou en Zodiac à moteur, hein, on n'est pas non plus dans le folklore, même si à certains moments, ils sont plus quand même dans une cérémonie où ils vont balancer des fleurs, où il y a une dimension sacrée, mais aussi il y a le week-end, ils ne vont pas se déguiser en fleurs tous les week-ends non plus, ils partent en famille et ils vont se jeter à l'eau avec les animaux, ils y vont en Zodiac, tu vois ce que je veux dire. Et là, ils vont se mettre à l'eau, ils vont faire du son avec les coquillages, les baleines arrivent, ils jouent de la musique. Et quand tu assistes à ça et que tu as 20 ans, tu te dis, ouais, mais attends, mais c'est extraordinaire. Et quand tu retrouves 30 ans plus tard dans les Caraïbes les mêmes animaux, enfin, moi, je n'ai jamais quitté ces animaux. Et quand tu te rends compte de ce que ce peuple vit tous les week-ends, ces enfants, ces jeunes, ces familles entières qui vont au-devant de ces animaux, qui vont jouer de la musique avec eux, et tu te dis, mais putain, mais pourquoi pas en Guadeloupe, quoi? Pourquoi les jeunes enfants, pourquoi les jeunes Guadeloupéens n'ont pas la chance d'aller au-devant de ces animaux, aller jouer de la musique avec eux? Pourquoi? Et il n'y a pas de raison pour ça. Et donc, moi, j'estime que recréer ce lien, c'est important. Hein. C'est important pour les jeunes Guadeloupéens, tout autant que pour les baleines. Enfin, quand je dis les jeunes, les vieux aussi, d'ailleurs. Pour le peuple guadeloupéen, pour le peuple des Antilles, les peuples des Caraïbes, ils ont le droit aussi d'avoir ce contact et ces passions avec ces animaux, retrouver ce lien. Moi, je trouve que c'est intéressant. Hein. Qu'est-ce qu'on devrait faire, selon toi, pour y arriver? Continuer le travail. Bien sûr, il faut y aller, il faut aller en mer, jouer de la musique avec eux. Ouais. Okay. Moi, je vais revenir chaque année en Guadeloupe. En ce moment, je suis à Cadaqués parce que je travaille avec des animaux sauvages ici, très, très, très sauvages d'ailleurs. C'est pour ça que je suis ici. Mais après, moi, je vais revenir chaque hiver de décembre à avril quand les baleines sont là, uniquement pour jouer de la musique. Il y a ma fille que tu connais, Léa, qui elle, fait du whale watching avec Naël. Tous les deux, ils ont leur bateau, ils emmènent des gens voir, observer les animaux. Dans leur programme, évidemment, ils ne se mettent pas à l'eau, c'est strictement interdit. Mais par contre, moi, je vais revenir de décembre à mai chaque année, mais je vais revenir uniquement pour jouer de la musique avec les baleines. Mais je vais le faire dans un cadre particulier. Si je ne vais pas emmener des gens avec moi, tu ne fais pas du commerce avec ça, c'est impossible. C'est uniquement dans un but, de toute façon, c'est formellement interdit par les règles du sanctuaire, donc je vais faire ça d'une manière privée avec quelques scientifiques, quelques musiciens ou des passionnés, partir en bateau, aller jouer de la musique avec les animaux tout l'hiver et reproduire ça chaque année, bien sûr. Il faut continuer. C'est quoi le panel de fréquences des sons émis par... tu parlais de hertz tout à l'heure, ça monte jusqu'à combien et c'est quoi les minimales que tu as pu enregistrer? Alors, ça descend dans l'inaudible, ça descend à 4 hertz. Okay. Et ça monte jusqu'à 20 000 hertz, oui.
20 000 Hz. Donc, ouais, donc ah oui, c'est énorme. Elles montent très très haut. Hein. Et elles descendent dans les infrabasses, dans l'inaudible à 4 Hz. Parce que tu parlais de chamanisme tout à l'heure, et c'est vrai que en chamanisme, on parle de cet état, de plusieurs états en fait, alpha, theta, delta, qui sont les ondes, la fréquence des ondes manifestées par notre cerveau. Et ces ondes peuvent être influencées par la méditation, par du son, par du tambour, est-ce que les gens qui écoutent des chants de baleines pour s'endormir, pour méditer, est-ce que n'importe quel chant de baleine va avoir le même effet? J'imagine que non, mais comment on pourrait choisir un bon chant de baleine pour telle pathologie ou pour telle affection? Bah ça, il faudrait le tester. La science, c'est des tests. Hein. Il faudrait compiler des chants de baleines et Observer les résultats. faire un programme de test pour voir les résultats sur certaines ou sur des pathologies. Après, moi, je ne suis pas médecin, ce n'est pas mon job, mais bien sûr, c'est un travail c'est comme les plantes, c'est du tâtonnement, c'est de la recherche. Nous, on a toujours travaillé sur les plantes depuis toujours, parce que c'est vrai que c'est plus facile pour les chasseurs-cueilleurs au départ de ramasser une plante et de la consommer pour en observer les effets tout de suite que d'aller ramasser des champs de baleines. Mais par contre, non, c'est la même chose. C'est du test. Il faut faire des tests en laboratoire. Toi, ton Shelton, il reproduit le même panel de son? Oui. Donc de 4 à 20 000. C'était très compliqué. C'est pour ça que ça a été très compliqué à mettre au point. C'est pour ça qu'il m'a fallu presque 3 ans pour mettre au point l'instrument. Ouais, je reproduis les mêmes fréquences. Je descends dans l'inaudible. Je suis à 4 Hz et je monte à 20 000 Hz. Et j'ai 4 octaves. Et l'instrument, sous l'eau, je reproduis les mêmes sons que les baleines. C'est pour ça que ça les intrigue. Après, le problème, c'est que moi, je n'ai pas de souffle sous l'eau. Je suis en apnée, donc je suis obligé de descendre, souffler, faire une série de sons, remonter, respirer. Et après, quand elle s'approche, je joue en surface. Je suis en surface, et je respire, je souffle. L'instrument reste sous l'eau, mais moi, j'ai la tête hors de l'eau, ce qui me permet de respirer tout en soufflant. Après, je peux jouer du bateau. Quand elles sont vraiment en contact et qu'elles sont en surface, à côté du bateau, je peux jouer depuis le bateau. D'où l'intérêt pour toi sur ce nouveau bateau d'avoir un très bon son à pouvoir diffuser? Oui, alors après non, c'est pour l'écoute. Plutôt pour Une l'écoute. très bonne qualité de son, c'est pour moi pour avoir le retour de l'hydrophone dessous. Okay. Après, diffuser, non, je préfère pas amplifier le son. C'est toujours délicat d'amplifier du son sous l'eau. Tu sais, les baleines, elles ont une très très bonne oreille, donc c'est pas la peine d'amplifier. Si elles ont envie de t'entendre, elles t'entendent. Okay. Et ça n'a rien de crier, même si elles sont à 1 000 nautiques, tu joues du Shelton, elles savent que tu es là, elles entendent ton son. Donc je ne suis pas très pour amplifier du son et le balancer sous l'eau. Je ne suis pas trop d'accord avec ça. Et c'est quoi les distances, les plus grandes distances où des cétacés arrivent à communiquer ensemble? On parle de 1000 milles nautiques, donc presque 2000 km. Okay. Alors, il y a un ouvrage justement intéressant qui n'a pas été traduit en français, mais c'est mon ami David Rothenberg. David Rothenberg, il a écrit A Thousand Mile Song, donc un chant de 1000 milles qu'on trouve sur les grands distributeurs en ligne de livres, de bouquins, quoi. David Rothenberg. Thousand Mile Song, c'est à lire absolument. Très beau livre. Sur la communication interespèces et la musique des baleines. Ton boulot en Guadeloupe, comme tu le dis, c'était retrouver ce lien perdu. Là, le boulot que tu entames à Cadaqués, tu dis que les animaux sont très sauvages. C'est quoi le boulot que tu entames avec eux? Pareil, communication. Mais là, je n'ai pas de baleines ici. Hein. Tu sais, ici, on a des rorquals communs. On a des baleines, on a des rorquals communs, mais elles ne chantent pas, elles sifflent, elles sont hyper fuyantes et tout. C'est pas ces animaux-là qui m'intéressent ici. Les animaux qui m'intéressent au Cap de Créouse, moi, c'est les cachalots. On a des cachalots ici qui sont d'un comportement tout autre que les cachalots que nous avons sous la côte sous-vent de Guadeloupe. Côte sous-vent de Guadeloupe, on a des cachalots qui sont extrêmement calmes, extrêmement paisibles, extrêmement tranquilles. Et principalement, on a 90% des cachalots 99% des cachalots que nous observons à la côte sous-vent, ce sont des femelles et des bébés. Les grands mâles, on les observe très rarement. C'est même pas 3-4% de nos observations de cachalots. Les mâles, ils se baladent un peu partout dans les Caraïbes. Ici, on est dans une mer qui est différente, on est dans un schéma différent.
les animaux ne fonctionnent pas de la même manière. Les animaux beaucoup plus sauvages, beaucoup plus difficiles à approcher, parce qu'en Guadeloupe, on connaît leurs habitudes, on les connaît par cœur, on connaît tout le territoire. Ici, ce n'est pas du tout la même configuration. Il y a beaucoup plus de vent, de courant, de mer. C'est un cap et les animaux bougent beaucoup plus. Et tous les contacts que j'ai eus avec les cachalots ici, c'est des animaux qui sont rebelles, quoi. Vraiment, ils sont très, très durs. Ils sont physiques, ils sont puissants et ils bougent vite. Et on est chez Moby Dick, en fait. On est beaucoup plus chez Moby Dick tu vois, que le petit cachalot pompon sympa. On est dans des animaux assez furieux. Et c'est fascinant. De les observer, c'est fascinant. Nous, on a des animaux calmes en Guadeloupe. Tu les as vus, tu es venu avec nous. Tu as vu ces animaux, ils sont calmes, ils sont posés, on dirait des troncs d'arbres qui flottent. Alors, ils sont géniaux, je les adore. Ils sont super sympas. C'est principalement des femelles toutes douces, toutes gentilles. Là, ici, on a des familles, tu vois. Donc, il y a les cachalots, il y a les mâles avec les femelles. Ça ne fonctionne pas de la même manière. Et c'est beaucoup plus speed, beaucoup plus violent. C'est fascinant, absolument fascinant. Alors, beaucoup plus compliqué, effectivement, on pourrait se mettre à l'eau avec des bestioles Mais bon, c'est très, très intéressant. Gros challenge. Les dangers de se mettre à l'eau avec un cétacé, enfin avec un cachalot, avec une baleine, est-ce que si l'intention de la mise à l'eau elle est bonne et que l'animal ne ressent pas de danger, est-ce que ça en présente vraiment un finalement pour nous? Non, enfin, que ce soit une baleine, elle n'a pas de dents, mais elle a des nageoires pectorales avec lesquelles elle peut fracasser même des orques. Hein, elle se défend, les orques en ont peur. Donc, si une orque a peur d'une baleine, t'imagines, nous, on a de bonnes raisons d'en avoir peur. Il faut se méfier des baleines. Contrairement à ce qu'on croit, elles sont très gentilles, mais elles ont quand même des pectorales de plusieurs tonnes, qu'elles bougent à une vitesse absolument phénoménale sous l'eau. Et quant aux cachalots, eux, ils ont une mâchoire de 3 mètres de long avec des dents de 30 cm. Ils bouffent des calamars géants de 10 mètres. Bon, tu ne peux pas imaginer qu'il y a zéro danger de côtoyer ces animaux sous l'eau. Par contre, ce qui est très important, c'est que tu dois être capable d'avoir une bonne lecture de nos comportements. Tu ne te mets pas à l'eau n'importe comment avec des animaux, il faut les observer longtemps avant. Même des animaux que tu ne connais pas, tu vas arriver sur un territoire, tu vois des animaux, tu vas passer un certain temps, peut-être plusieurs heures, ça dépend de la mer, ça dépend de comment ils évoluent, pour observer le comportement. Il y a des comportements qui ne te trompent pas. Il y a certains moments, tu sais qu'il ne faut pas aller dans l'eau. Tu le sais parce que tu connais leur comportement, c'est ton métier, et tu sais très bien, non, là, aujourd'hui, on ne va pas à l'eau, parce que si, parce que ça, on n'y va pas. Et il y a des jours où tu sens que c'est ouvert, tu sens qu'il y a une ouverture. Tu sais, en même temps, Charbel, il y a une chose, c'est que quand tu te mets à l'eau avec les animaux, c'est eux qui viennent vers toi. C'est très rarement toi qui te mets à l'eau et qui nage vers eux. De toute façon, tu ne peux pas, parce que nous, on nage à 3 nœuds maximum, eux, ils nagent à 20 nœuds. Donc, tu ne peux pas approcher un animal, c'est impossible. À moins qu'ils dorment, tu vois, mais bon, tu ne peux pas l'approcher. Donc, tu peux te mettre à l'eau, nager à l'écart de ton bateau, une quinzaine, vingtaine, 50 mètres de ton bateau, suivant l'état de la mer. Et c'est eux qui vont venir te voir, c'est eux qui vont venir t'observer. Ce n'est pas le contraire. Okay. Donc, il y a peu de chances qu'ils viennent te voir s'ils sont de mauvaise humeur. Donc, ça limite énormément le risque. Après, eux, ils ont des périmètres de sécurité qui sont beaucoup plus grands que les nôtres. Et donc, si jamais tu as les petits, tu as un problème, tu as eu une attaque, il y a eu quelque chose, tu le sens. Tu sens dans la manière dont ils nagent, dans la manière dont ils se déplacent, la manière dont ils tapent l'eau avec leur pectoral ou avec leur caudale. Tu vois très bien qu'il ne faut pas se mettre à l'eau ce jour-là et tu t'en vas. Tu ne restes pas là. Tu reviens un autre jour. Est-ce que les gens que tu as amenés parfois ont été déçus parce que les animaux n'étaient pas au rendez-vous, comme certains vont dans des zoos et ne sont pas contents que l'animal y dorme? Tu as déjà eu des mauvaises expériences comme ça? De quoi tu parles? D'amis, pour d'emmener des gens depuis le bateau? Ouais, d'emmener des gens et que les gens... dans l'eau. Plutôt même sur le bateau, hein, déjà d'emmener des gens à une journée sur de whale watching. Ah bah oui, dans le whale watching, on fait effectivement, on emmène des tas de gens avec Léa et Naël, c'est eux qui ont repris les sorties en mer Shelton Whale Project en Guadeloupe, c'est eux qui organisent ça. Et non, il n'y a pas de gens qui sont déçus, c'est extrêmement rare. Tout simplement parce qu'on a un gros travail pédagogique, d'abord sur le site internet, on explique vraiment ce qu'on fait, comment on le fait, pourquoi on le fait.
Donc, les gens sont avertis de notre travail, de nos buts, nos recherches. Et voilà. Ensuite, à partir du moment où… Donc, ça, c'est déjà très clair au départ. On n'annonce pas on n'est pas dans une politique de communication de zoo. On explique d'abord notre travail de recherche. Ensuite, quand ces personnes déjà qui ont été bien prévenues sur nos intentions arrivent au port, Léa, pendant au moins une demi-heure, elle va faire un briefing sur la manière dont on observe les animaux, la manière dont on les cherche. Et elle explique vraiment les choses très simplement, mais précisément. Et à partir de là, quand le bateau part, les gens qui sont avec elle sur le bateau vont participer à cette recherche des animaux. Donc, ils vont comprendre. Elle explique pourquoi on met l'hydrophone, comment on écoute, comment on observe les oiseaux par rapport aux observations des jours et des semaines précédentes, quelles sont les chances de trouver les animaux à tel ou tel endroit. Et tout ça est expliqué en temps réel sur le bateau, ce qui fait que les personnes qui l'accompagnent participent à cette recherche en même temps qu'elle. Donc, si tu veux, si jamais, ce qui est très très rare, en Guadeloupe, c'est très rare de ne pas voir d'animaux, mais si ça arrive, les gens, pendant 3 heures, 3 heures et demie, ont participé à cette recherche et comprennent que de toute façon, d'une part, tout a été mis en œuvre pour les trouver, et que s'ils ne sont pas là, c'est simplement parce que c'est des animaux sauvages, et ils ont compris la raison pour laquelle ils n'étaient pas là. Ce qui est parfois peut-être plus important que de juste les voir. Ils ont appris énormément de choses sur ces animaux et sur leur comportement. Donc, non, il n'y a jamais de déception. C'est toujours une déception, même pour nous, même pour moi, quand je vais en mer, je ne vois pas d'animaux, je râle. Ben, c'est normal, mais ce n'est pas le plus important. Au final, ce n'est pas le plus important. C'est vrai que là, c'est un vrai boulot d'éducation que tu fais à ces gens-là, de créer un comportement chez eux s'ils se retrouvent encore une fois à être en mer ou en contact d'animaux un jour, quoi. Il y a une intention à avoir. Absolument. Si un jour ils sont aux commandes d'un bateau à moteur et qu'ils voient des animaux, ils se rappelleront de ce qu'ils ont appris sur le Ils sauront bateau quoi faire. du Shelton et ils connaîtront les approches, ils sauront comment agir. Ouais. C'est quoi Pour en profiter au maximum sans les déranger. C'est quoi l'expérience la plus forte que tu as vécue avec un animal marin? Oh, ben c'était… Il y en a tellement, parce qu'à chaque fois, c'est nouveau, il se passe toujours quelque chose de nouveau avec ces animaux. Mais la première, c'était forcément la toute première émotion. La première fois où je me suis retrouvé avec une famille de baleines et qu'il y avait 3 mâles, que j'ai vu pour la première fois 3 mâles arrêtés, ils ne chantaient pas quand je les ai vus pour la première fois. Ils étaient à l'arrêt. J'étais avec des copains hawaïens, moi j'avais 20 ans. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que dès que j'ai vu ces animaux, ils m'ont dit, voilà, ils sont là. On est allé les voir et il y avait en surface, il y avait une dizaine de femelles qui sont un peu parties et il y avait 3 mâles. Moi, je ne savais pas que c'était des mâles, mais il y avait 3 énormes baleines qui étaient stationnées à peu près à 30 mètres sous l'eau et qui ne bougeaient pas, elles. Et tout était en silence et du coup, on a nagé vers elles et là, on ne communiquait plus. On était avec 5 ou 6 copains surfeurs, on nageait, on avait nos palmes, nos tubas, on était partis en bateau pour les voir. Ils m'avaient emmené les voir. Et on nageait avec nos palmes tubas, tu vois, et à un moment, on est parti en apnée, on est descendu sur eux, tu vois, ils étaient à une trentaine de mètres. Bon, à l'époque, on descendait à 30 mètres, on a encore la capacité de le faire. Et quand on est arrivé à leur niveau, tu vois, ils étaient à 25 mètres, on les a regardés, tu vois. Et là, elles se sont mises à chanter. Quand on est arrivé en bas, enfin, au moment où on est descendu, on a entendu Enfin, moi, j'ai entendu un bruit incroyable. Mes potes qui étaient hawaïens savaient que c'était les chants des baleines. Moi, je l'ai compris, mais il m'a fallu 2-3 secondes pour réaliser le truc, tu vois. Et là, pour la première fois, j'ai assisté à c'était immense. Ça, c'était une très, très immense émotion. Surtout, je ne m'y attendais pas. Parce qu'elle ne chantait pas quand on s'est mis à l'eau. C'était incroyable. On a parlé du son, on a parlé du travail que font les baleines entre elles parfois. Est-ce que tu peux me parler un petit peu du travail que font les baleines pour modifier la composition de leur alimentation, modifier le plancton? Oui. Alors, en fait, tu sais que les baleines, on va parler de celles qu'on connaît. De toute façon, après, le problème est partout dans le monde. C'est la même problématique. Elles ont des bébés dans l'eau chaude, tout simplement pour que les bébés ne naissent pas dans de la glace. Et elles se nourrissent dans l'eau froide. Pourquoi? Parce que dans l'eau froide, c'est pour ça qu'elles partent de Guadeloupe au mois de mai. Elles vont partir en Norvège, surtout en Islande pour les Guadeloupéennes. Pour les celles de Saint-Domingue, elles vont aller au Canada, dans le Saint-Laurent. En gros, elles vont dans les eaux froides. Pourquoi dans les eaux froides? Parce que là, dans les eaux froides, se trouve du plancton animal, ce qu'on appelle le zooplancton. En fait, il y a 2 grandes catégories de plancton.
Il y a le zooplancton animal, phytoplancton végétal. Dans le nord, tu as du zooplancton animal qu'on connaît tous, par exemple le krill, les mini-crevettes. Le krill, c'est 72% de protéines. Okay, donc, c'est plus que le bœuf. Donc, c'est des masses énormes de micro-crevettes. Donc, elles vont partir dans le nord en été et elles vont manger du krill pour se charger en protéines, de la graisse et de la protéine. Elles vont prendre avec ces animaux, ce plancton animal. Elles vont se charger autour d'elles, tu vois, elles deviennent énormes. Leur graisse se remplit de protéines, elles font leur stock. Ensuite, elles vont descendre au mois de novembre, elles vont commencer à descendre dans les eaux chaudes. Donc, elles vont arriver en Guadeloupe au mois de décembre, janvier. Les mâles, c'est une chose, mais les femelles, elles vont avoir leur bébé. Okay, encore une fois, parce que c'est dans les eaux chaudes. Elles ne pourraient pas avoir leur bébé dans les eaux glacées. C'est pour ça qu'elles descendent. À partir du moment où les bébés vont naître dans les eaux chaudes, c'est très bien, le bébé va se réjouir, il va boire 300 litres de lait par jour. Mais là, les 300 litres de lait qui sont un lait extrêmement protéiné, parce qu'il a besoin d'énormément de protéines, tout simplement parce qu'au mois de mai, tu vois, il va avoir à peine 5 mois et il va falloir qu'il nage à 6000 km pour remonter. Donc, il va falloir qu'il prenne de la masse musculaire pendant les 5 premiers mois de sa vie. Donc, énormément de protéines. Et là, malheureusement, comme je te l'ai dit, dans les eaux chaudes, il n'y a pas de plancton qui contient des protéines. Il n'y a pas de plancton animal. Il n'y a que du plancton végétal. Le phytoplancton, il contient un peu de protéines, mais de l'ordre de 6%. Par rapport à 72%, c'est rien du tout. Bon, donc, ce qui va se passer, c'est que les grands mâles qui chantent, et là, c'est ce qu'on observe, tu peux le voir en Guadeloupe, c'est assez spectaculaire. Tu vois des masses de phytoplancton sous la mer, et tu vois des mâles qui vont chanter en direction de ces masses de phytoplancton pour augmenter la valeur protéine. Alors, ça paraît extraordinaire. Et ensuite, une fois qu'ils ont fini de traiter ces algues, ce plancton végétal, une fois qu'elles ont terminé de le traiter, que les mâles chanteurs ont terminé de le traiter, eux s'écartent et ce sont les femelles qui vont venir le manger. C'est réservé aux femelles, mais pas n'importe quelle femelle, seulement les femelles qui allaitent. Donc, c'est vraiment réservé pour elles. Et donc, c'est ce qui leur permet d'avoir accès à des algues dont la valeur protéine a été augmentée. Alors, comment ils augmentent la valeur protéine? En fait, ce n'est pas très compliqué. Tu sais qu'une protéine, la définition d'une protéine, c'est un assemblage de au moins 100 acides aminés. Et bien, tout simplement, ces 100 acides aminés n'ont pas de contact physique entre eux pour former Tu refais la liaison entre les acides aminés, en fait. Ce qu'on appelle la chaîne, la chaîne d'acides aminés. Peptidique. En fait, on appelle ça une chaîne, mais ce n'est pas linéaire, tu vois, c'est des formes en 3D. C'est des patterns en 3D où tu as des acides aminés. Par contre, ils ne vont pas changer la valeur intrinsèque des acides aminés quand c'est les mêmes. Mais par contre, ils vont changer la disposition et ainsi modifier la teneur protéine de l'aliment, la structure. Donc voilà comment elles font. Bon, alors ça, c'est un travail de laboratoire, c'est énorme. Il y a encore des gens qui cherchent là-dessus, comme mes amis de Genodix. Il y a plein de gens qui travaillent là-dessus en ce moment. C'est absolument fascinant. Ok, donc c'est vraiment une on pourrait le faire pour l'alimentation humaine. Hein. Bah, c'est à ça que je voulais t'emmener, puisque toi, tu le fais avec ta crème. Ah oui, mais ça, moi, je me suis amusé à faire ça pour les cosmétiques. C'est un hasard, en fait. Je me suis retrouvé un jour au CEVA, tu sais, le Centre européen de valorisation des algues. J'ai travaillé là-bas quelques temps et étudié les algues. Et donc, je travaillais sur le Shelton, justement. Et j'ai rencontré des gars qui travaillaient. Tu as des gars un peu de toute l'Europe, des scientifiques un peu partout. Hein. C'est à Pleubian, en face de l'île de Bréa. C'est un immense centre. On ne travaille que sur les algues. Et bon, pour les matières plastiques, tu peux transformer des matières plastiques, des matières à base d'algues, des tissus, du solide. Tu peux faire plein de choses avec tes algues. Notamment, tu peux faire des tables et des chaises avec de la sargasse, mais ça, c'est une autre histoire. Et donc tu vois ces gars qui travaillent dans ces labos, c'est fascinant. Et je me suis rapproché d'eux de la partie de ceux qui travaillent sur les cosmétiques, qui travaillaient avec une algue qui s'appelle Elleria eluctera. Et puis, on a discuté. Ils m'ont dit que voilà, c'est la meilleure algue au monde pour la peau, pour ses valeurs pour la peau, parce qu'elle contient une protéine qui est extraordinaire. Et cette protéine, c'est elle qui fait que cette algue, elle est cherchée par tous les plus grands fabricants de cosmétiques du monde, les plus grandes maisons. Je ne sais pas si c'est le nom, mais toutes les plus grandes maisons utilisent cette fameuse algue de Bretagne grâce à sa protéine particulière qui va régénérer la peau. Là, voilà. Et donc, en discutant avec eux, je leur ai dit, mais alors attendez, mais si on booste la protéine de cette algue, et ils me disent, mais si tu arrives à faire ça un jour, c'est extraordinaire.
Là, tu aurais de toute façon la meilleure crème du monde. Ok, super. Mais ça, c'était il y a très longtemps, tu vois, il y a presque 20 ans. Et là, il y a quelques années, je me suis amusé, il y a une dizaine d'années, j'ai commencé à repartir avec un laboratoire et on s'est amusé à booster les protéines de cette fameuse algue et j'y suis arrivé. Voilà. Mais là, c'est un jeu, non. J'ai fabriqué cette crème, elle existe, elle fonctionne. Tu peux même en acheter sur Internet. Mais si tu veux, on n'est pas dans quelque chose de l'alimentaire, c'est beaucoup plus important. Tu peux nourrir tu peux nourrir l'humanité presque avec ça. Mais là, ça dépasse totalement mes compétences. Là, il faut des gens beaucoup plus. Il faut déjà travailler dans l'agronomie. Il faut que des gens qui sont déjà dans ça s'y intéressent. Moi, déjà, j'ai plus l'âge et j'ai plus envie. Ça. Moi, maintenant, je joue de la musique avec les animaux, ça me va, quoi. Mais j'aurai 30 ans, je partirai à fond là-dedans. Aujourd'hui, c'est ça, ton seul souhait, c'est juste kiffer avec les animaux et jouer de la musique? Moi, la seule chose qui m'intéresse aujourd'hui, c'est partir en mer avec mon bateau, aller jouer de la musique avec les animaux dans la mer. C'est tout. Ça, je me régale. Créer ce lien. Donc, c'est ce que je suis en train de faire avec les cachalots ici. C'est ce que je vais commencer de faire. J'ai déjà commencé. Mais là, à partir du mois de mars, je suis à l'eau tous les jours, au Cap de Créous, avec mon bateau, mes instruments, ma musique. Et l'hiver en Guadeloupe, de décembre à mai, avec les baleines à bosse. Les cachalots répondent au Shelton de la même manière que les baleines? Ils se foutent complètement. Mais c'est pas qu'ils répondent, c'est que ça les intrigue, ça les fait marrer, ils viennent voir, mais après, eux, ils sont pas vraiment dans la musique, eux, ils font des codas, des clics, ouais. Mais après, il se passe des choses, ça crée un lien. Quoi. Tac, à partir du moment où le contact est pris, après, tu peux nager avec eux, tu peux jouer avec eux. Ils sont plus physiques, tu vois, plus tactiles, plus physiques, il y a un jeu, c'est différent. Mais les Shelton, ça les intrigue quand même, ils entendent, ils viennent. C'est comme un appelant. Ça me permet de pouvoir m'approcher d'eux. Ouais, ça attire la curiosité. C'est ça. Et après, c'est physique. Après, c'est de la nage. Tu vas nager avec eux en parallèle. Tu vas plonger, tu vas descendre, tu vas remonter. Tu vas créer un jeu. Il faut jouer avec eux. Ils sont très joueurs, les cachalots. C'est des grands enfants. Et c'est peut-être ce truc-là, ce lien perdu, c'est ça aussi. C'est qu'il n'y a plus de jeu aujourd'hui. Il n'y a plus de communication. Il y a plus... Et la communication passe énormément par le jeu. Et même les humains aujourd'hui ont tellement du mal à communiquer, on s'attache trop au verbal alors que le non-verbal et le langage du corps, tout simplement. La communication non-verbale, ouais. Moi, je le vois en ostéo, je le vois, les gens, ils sont déconnectés de leur corps. Et donc, moi, je vois comme ça, mon travail, moi, c'est discuter avec le corps des gens et de faire la traduction pour eux. Et je pense qu'on a ce boulot-là à faire, c'est revenir à une communication non verbale. C'est ça. C'est ce qui se passe avec les animaux. Entre eux, il n'y a pas de verbe, il n'y a pas de grammaire. C'est juste une communication basée sur des sons, des vibrations et de l'émotion. Ça suffit. L'essentiel passe. C'est ça. Et l'essentiel passe par là. Ça rejoint ce que tu dis par rapport à ton travail d'ostéo, des émotions à travers le toucher, les positionnements, les énergies. C'est la même chose. C'est quoi ton projet avec la Maison des Baleines? Eh bien, c'est de créer une espèce de lieu où j'adorerais aller s'il existait. Tu vois, une espèce de lieu où pourraient se rencontrer des scientifiques, des artistes, des musiciens, des philosophes, des penseurs, et de manière à se réunir et travailler ensemble dans tout ce qui touche à la communication animale, d'une manière générale, pas seulement avec les cétacés, et aussi, justement, comme tu viens très bien de le dire, faire les parallèles avec la communication humaine. Un centre de recherche sur la communication ancienne, les vieilles communications et les communications animales. Et l'art, la culture, bien sûr en passant par l'art et la culture, la musique, les sons, enfin tout ce qui m'intéresse. Est-ce qu'il y a un livre que tu aurais pu conseiller à des gens qui aimeraient s'initier à la communication animale ou à la communication avec les animaux marins? Eh bien, oui, il y a un très bon livre, il y a Frères des orques de mon ami Pierre-Robert Delatour, que je conseille vivement. Frères des orques, donc Pierre-Robert Delatour, qui depuis 25 ans nage avec les orques, qui vient nous voir de temps en temps d'ailleurs en Guadeloupe.
Et il y a aussi il y a plusieurs livres de Norin Sheikh qui sont très intéressants. Norin Sheikh qui était le directeur vétérinaire c'est un vétérinaire de la faune sauvage. Donc, il écrit des bouquins sur les animaux, et pas seulement sur le soin des animaux, mais justement sur la manière dont on communique avec eux. Très intéressant. Tous les ouvrages de Norin Sheikh, ouais, bien sûr. Après, il y a il y a le livre de David Rothenberg dont j'ai parlé, le Thousand Mile Song, qui est très intéressant. Il y a le livre que j'ai coécrit avec des amis qui s'appelle L'animal est-il l'avenir de l'homme, chez Larousse. On l'a coécrit à 7 copains scientifiques. Enfin, l'animal est-il l'avenir de l'homme? Ouais, sinon, oui, voilà, déjà, ça fait déjà une petite lecture. En quoi l'animal pourrait être l'avenir de l'homme? Ah, il faut lire le bouquin. Mais justement, ce qui est intéressant dans ce bouquin, c'est qu'on l'a écrit à 7. Alors, il y a chaque point de vue de chaque personne, chaque scientifique qui a son approche animale est différente, évidemment, mais et ça permet de se rendre compte qu'il n'y a pas une manière de communiquer avec ces animaux, il y a toute une palette de possibilités, et de découvrir, chacun a ses perceptions dans son travail avec les différents animaux avec lesquels il travaille, et a découvert qu'effectivement, chaque animal avait des connaissances qui pouvaient être extrêmement utiles à l'homme, que ce soit pour la science, pour la spiritualité, pour plein de choses. Et ce livre est intéressant dans ce sens-là, c'est qu'il y a 7 points de vue sur des animaux différents, et effectivement, on se rend compte qu'ils peuvent nous apporter beaucoup, et chacun dans une discipline différente. Chaque animal apporte quelque chose, ce n'est pas un animal. Les animaux sont pleins de savoir et de connaissances qu'on a tendance à négliger parce que l'ego de l'humain fait qu'on ne s'imagine pas avoir besoin de regarder une fourmi pour comprendre quelque chose. C'est dommage. Est-ce que tu penses que refaire cette connexion avec les animaux, pas que les animaux marins, passe par arrêter de consommer des animaux, ou en tout cas avoir une consommation plus raisonnée? De toute façon, arrêter de consommer des animaux, c'est obligatoire. La question ne se pose même pas. On est obligé. Déjà, en termes tout simplement de ressources, c'est un non-sens. Il faut absolument arrêter de manger du poisson. Ça, c'est complètement ahurissant de continuer à bouffer du poisson. On est en train de vider les océans. Ça, on va le payer très, très cher. On ne s'en rend pas compte parce qu'on ne voit pas, évidemment. On n'a pas peur de ce qu'on ne voit pas. Tu sais, les enfants, quand il y avait le monstre, tu mettais la couverture et tu ne le voyais plus. C'est pareil. On ne voit pas ce qu'il y a sous la mer, donc ça ne nous concerne pas. Mais quand tu parles à n'importe quelle personne, n'importe quel biologiste humain, n'importe quel scientifique qui étudie les océans, il va tirer la sonnette d'alarme 1000 fois par jour. C'est une catastrophe ce qu'on est en train de faire dans les océans, dans la mer. Et en plus, les gens qui veulent réduire la viande augmentent sur le poisson en général. Non, les gens qui ne mangent pas de viande ne mangent pas de poisson. Non, oui, je vois ce que tu veux dire. Les pescos. Oui, oui. Non, il ne faut plus manger de poisson, il ne faut plus manger de viande, absolu. Bon, le cassoulet, on est d'accord, c'est pas de la viande. Ah, c'est ça l'histoire, c'est qu'après, si chacun a son plat préféré. Chacun a son petit carré, voilà. Moi, je ne mange pas de viande, la côte de bœuf, j'ai le droit. Non, après, dans l'absolu, il ne faut pas manger de viande. Et pas de poisson. De toute façon, on va être obligé, c'est pas possible, on ne peut pas continuer comme ça. D'où l'intérêt de se pencher sur des solutions. Après, moi, je vais te dire un truc. Il y a énormément de gens qui mènent des combats aujourd'hui, et tant mieux, les véganes, ou toutes sortes de gens qui vont te dire, regardez ce qui se passe dans les abattoirs, des images qu'on voit tous sur Internet qui sont horribles. Mais certes, ok, mais je ne vais pas dire que je m'en fous, moi, du cochon. Au contraire, c'est super sympa, les cochons, c'est extrêmement intelligent, c'est des animaux d'une tendresse inouïe. Mais ce n'est pas le plus grave, parce que les cochons, il y en a. Tu vois ce que je veux dire ? Les poissons, bientôt, il n'y en a plus. Là, il ne faut pas confondre. S'apitoyer sur le sort d'un animal domestique qui a été élevé, un animal d'élevage, effectivement, ces poulets en batterie, ces cochons, c'est une horreur. Ce qu'on fait aux vaches, c'est une horreur. Mais c'est des animaux d'élevage. Donc le péril n'est pas là, parce qu'il y en aura toujours. Par contre, on s'apitoie beaucoup moins sur le sort des poissons, et c'est grave, parce que les poissons, ce sont des animaux sauvages. On est en train de piller la planète de la dernière réserve d'animaux sauvages qu'on a. On est en train de bouffer, on est en train de vider les océans, tout simplement. C'est une catastrophe.
C'est très, très grave. Donc des pêches plus raisonnées, c'est-à-dire ne prendre que ce dont on a besoin, c'est-à-dire l'éveil. Je vois des gars en Bretagne ou quoi, des vidéos où les gars ils vont aller chercher du coquillage, ils vont aller le pêcher à la main au fond Oui, de bien l'eau. sûr, il y a des gars qui vont pêcher à la main. Non, mais après, il y a des gars en Bretagne qui pêchent la coquille Saint-Jacques avec des normes et des quotas qui sont raisonnables. Et ça fonctionne. Tu peux très bien balancer un filet, ça fonctionne aussi. Les pêcheurs guadeloupéens, ils font un très, très bon boulot. Moi, j'avais vu, tu sais, pendant toutes ces années, j'étais dans un port de pêche à Bailly-Argent. Moi, les copains, tous mes potes pêcheurs, moi, je les vois rentrer tous les jours. Il n'y a aucun problème. Et les gars, ils font une pêche normale, raisonnée. Ils connaissent. Il n'y a personne qui connaît mieux la mer qu'eux et les poissons. Ils savent exactement ce qu'il y a, ils savent à quel moment il faut pêcher tel et tel poisson. Ils savent qu'à telle période, ils vont pêcher le balaou, parce que c'est ce moment-là qu'il y a beaucoup de balaou, ils vont foutre la paix à la dorade. Après, c'est la période de la dorade, ils vont pêcher la dorade. Donc, ils ont une pêche raisonnée, qui est culturelle, qui est traditionnelle et qui fonctionne très bien. Là, il n'y a aucun problème. Tu peux aller à Bailly-Argent, acheter ton poisson, il n'y a aucun problème. Je ne parle pas de ça. Je parle des Chinois et pas seulement les Chinois d'ailleurs, qui mais les ratissent les Français fonds. avec des gens qui ont des super tankers et qui ratissent tout avec des filets qui font plusieurs hectares. Ça, c'est pas de la pêche. La pêche telle qu'elle est pratiquée en Guadeloupe ou qu'elle est pratiquée en Bretagne, il n'y a aucun problème. Non, non, c'est pas ça la pêche. La pêche qui est grave. La pêche qui est grave, c'est des énormes chalutiers qui font 300 mètres de long. Qui C'est retournent le fond. l'industrie, la pêche industrielle. Ça, il faut arrêter ça tout de suite. Tout de suite. Quand on retrouve des baleines échouées ou des animaux marins échoués, est-ce que ça, par exemple, ce genre de pêche, ça vient les perturber dans leur circuit, dans leur cheminement? Bon, il n'y a pas d'études qui ont été faites là-dessus pour l'instant, mais de toute façon, à un moment ou à un autre, certainement, quand tu vires le poisson, tu vires le poisson. Quand tu enlèves le poisson, tu n'as plus rien à manger, les animaux vont être obligés d'aller plus loin le chercher. Enfin, si tu leur retires le hareng des zones de chasse au hareng, quand elles vont pêcher, chasser le hareng dans Saint-Tringe en Norvège, et si tu balances là-dedans des super tankers vider la mer, les baleines n'auront plus rien à manger, c'est certain. Il y a certains maintenant groupes industriels qui commencent à se rendre compte que le krill, c'est bourré de protéines et qui envisagent d'aller chercher du krill sur les zones de nutrition des baleines. Alors, là, on tape dans le délire total. Non, non, forcément, il y a forcément un impact. Il n'a pas été vraiment mesuré et calculé parce que je pense qu'il y a des priorités pour l'instant, mais forcément, il y a un impact, évidemment. Pas sur les échouages directement. Hein. Les échouages, ils sont plus dus à des problèmes acoustiques et de pollution, mais après, vider l'océan, de toute façon, c'est pas bon pour les baleines. Si on vide l'océan, elles vont disparaître. Comme toute vie d'ailleurs dans l'océan. Et si toute vie disparaît dans l'océan, de toute façon, le plancton va disparaître, les algues vont disparaître, il n'y a plus rien qui va bouffer on n'aura plus d'oxygène, en gros. Quoi. De toute façon, on va mourir aussi. Hein. L'océan disparaît. Très vite. Après, bon, ça repartira, hein, sans nous. Hein. Ça repartira toujours. T'as encore du temps? Oui. C'est bon? Ouais, ça va. Moi, je suis à la maison, là, je ne bouge pas. Je devais descendre tout à l'heure. Oui. Ça va. Ouais, ça joue. Ouais. Qu'est-ce que tu aimerais pour les prochaines années? Pas que pour toi, pour l'humanité de manière générale, pas que les Guadeloupéens, dans notre rapport aux animaux? Quel est le pas à faire pour nous? Il y a... Ouais, on revient toujours au même truc, c'est-à-dire moins consommer plus intelligemment. Je crois que l'énorme problème, pour moi, il y a deux gros problèmes. Si tu parles de la Terre, en général, l'humanité, comment je vois le truc, moi, mon petit niveau, avec mes connaissances que je vois, tout de suite, il y a deux choses qui me dérangent. Moi, c'est déjà la manière où il y a si tu veux, il y a quand même un gros décalage entre le nord et le sud. Là, je te parle des humains. Il y a un décalage qu'il n'y a jamais eu. Hein. Là, entre les populations riches et les populations pauvres, on va parler clairement nord et sud. Hein. Là, il y a une scission qui est en train de se faire. Comme jamais ça a été fait. Là, on arrive à des moments. Et donc, on arrive maintenant, on s'est rendu compte qu'il
dans les années 70 qu'il fallait industrialiser le Sud. Alors, bravo, super. Donc, au lieu de réguler les consommations du Nord, on va industrialiser le Sud. Complètement à l'envers. Déjà, il y a 30 ans, on a pensé à l'envers complètement. Si, il y en avait un qui tirait la sonnette d'alarme à l'époque, c'était Perfit, mais bon, personne ne l'écoutait. Son bouquin était génial, mais bon, on s'en fout. Donc, on la marche en avant, si tu veux. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de... à un moment où il n'y a aucune remise en question possible sur la manière de consommer. La manière de consommer et la manière d'établir les rapports entre les populations du Nord et les populations du Sud. On a l'impression que c'est figé, que c'est comme ça et qu'on ne peut rien faire. Alors que quand on voit les problèmes des migrants, par exemple, tu vois, c'est ce truc, tout le monde dit, mon Dieu, les migrants, les migrants, les migrants. Mais c'est normal. Tu vis d'un pays de ses ressources et de toute son... qu'est-ce qu'ils font les mecs qui viennent chez toi? Ouais. Exactement, donc il va venir chez toi. Si ton voisin, tu lui coupes l'électricité et tu lui vides son frigo, il va faire quoi? Il va venir manger chez toi et se réchauffer sur ton canapé, et c'est normal. Il y a une remise en question énorme par rapport à l'égalité entre les peuples dans le monde, et remettre en cause une bonne fois pour toutes la manière de changer complètement les modes de consommation. Et c'est lié, les deux sont liés. Mais bon, comment faire? Là, faut voir ça avec Trump, non? Il a l'air d'avoir des trucs super bonnes idées. On a des génies en ce moment, il faut en profiter. Il y a l'homme avec les cornes aussi au Capitole, tu vois, on est bien barré, quoi. Je pense qu'on a des grands penseurs en ce moment sur la planète, et c'est le moment d'en profiter. Tu vois, sur cette histoire du Capitole, mais c'est marrant, comme on se laisse influencer aussi, j'avais une patiente qui me disait, non mais t'as vu Trump, il est rentré au Capitole. Je dis, Trump, il n'est pas rentré au Capitole. Elle me dit, si, il avait le drapeau. Je dis, non mais oui, si moi j'arrive dans une boulangerie tout nu avec des mitraillettes avec ton nom sur un drapeau, ça ne veut pas dire que toi t'es rentré. Alors, je ne suis pas pro-Trump, je m'en fous complètement. Pour moi, c'est une distraction de plus, comme les masques et comme tout le reste. Mais ça montre, ça montre à quel point on manipule encore trop facilement avec les médias, et pas que la télé. On dit la télé, mais sur les réseaux sociaux, c'est la même, en fait, quoi. C'est pire. C'est pire sur les réseaux sociaux. L'information est beaucoup plus perverse sur les réseaux sociaux qu'elle ne l'est dans la télé, parce que tu vois, on dit ce qu'on veut, mais la télé et les journaux, tu vois, les journaux, que ce soit Libération, Le Monde, l'Humanité, les Échos, peu importe, les journaux, le Figaro, ce que tu veux. Avant d'écrire un truc et de le diffuser tu avais ce qu'on appelait une carte de presse, tu avais un journaliste, tu avais des gens qui vérifiaient leurs enquêtes, ils vérifiaient leurs sources, ils menaient des vraies enquêtes avant d'aller balancer un truc. Tout était vérifié, c'était des professionnels. Aujourd'hui, n'importe quel branleur devient rédacteur en chef de son propre... c'est même pas des réseaux de communication, c'est carrément des mouvements presque sectaires. Il y en a des milliers comme ça, et chacun va trouver chez l'un ou chez l'autre une parole qui lui plaît, et des groupuscules vont se faire comme ça, avec des paroles qui sont écrites par des gens qui sont plus des messies que des journaux. Tu vois, des gars qui marchent sur l'eau, tu vois, qui multiplient les pains et ce genre de conneries, mais qui sont tous sauf des journalistes. Et c'est ça qui est dangereux sur les réseaux sociaux. Le journalisme, c'est un travail, il y a une éthique, il y a une déontologie. Là, il n'y a plus rien, c'est du foutoir complet. C'est pour ça que, quelque part, de temps en temps, ça fait du bien de relire un peu la presse et des écritures de vrais journalistes. Tu vois, ça remet un peu les choses en place. Il faut, à mon avis, garder le lien avec la presse, quelle qu'elle soit. Hein. Tu peux lire l'UMA comme tu peux lire Le Monde ou Les Échos ou Le Figaro, peu importe, tu t'en fous, mais des vrais journalistes, de temps en temps, il faut lire, il faut pas perdre le contact avec le vrai journalisme. Ok. Si tu devais choisir un livre, ton livre préféré, ce serait quoi? En avoir ou pas. De qui? To have and have not, Ernest Hemingway. Qui est passé en Guadeloupe, d'ailleurs? Il est passé en Guadeloupe, apparemment. Si tu devais choisir un film? La Horde sauvage. Ton mot préféré? What the fuck. Mais ça, c'est en un seul mot, c'est belge. C'est un mot belge. Ça veut dire les frites sont délicieuses. O-U-A-T-E, c'est ça? What?
C'est à côté de Ouarzazate. Le mot que tu détestes. En fait, le mot que je déteste, il n'y en a pas. Il n'y a pas de mot que je déteste. C'est la manière dont ils vont être, utilisés qui peut être détestable. Les mots entre eux, ils ont chacun leur mérite et leur fonction. C'est la manière dont on les utilise qui peut être détestable. Et ça retombe sur ce qu'on disait, parce que tu peux avoir des gens qui vont tenir des mots parfois très durs, mais avec une intention qui est bienveillante, et l'inverse, parfois, un ton très doux et une énergie extrêmement agressive. C'est une belle réponse. C'est ça. Ta chanson ou ton son préféré? Oh, c'est The Grateful Dead, la guitare de Jerry Garcia, toujours. Plus que le son d'une baleine? Ouais, quand même. Okay. Ouais, pareil, c'est autre chose. C'est autre chose, mais tu me demandes le son que je préfère, c'est Grateful Dead. J'écoute plus le Grateful Dead que le chant des baleines. Okay. Si je vais choisir une couleur? Le bleu. Et si tu devais mourir demain et je ne te le souhaite pas, est-ce que tu serais satisfait de ta vie? Oui. Magnifique. J'aime interroger les gens qui me disent qu'ils sont satisfaits de leur vie. Ce qui ne veut pas dire c'est pas parce qu'on est satisfait de sa vie qu'on est satisfait de ce qu'on a fait. Ça peut aussi vouloir dire qu'on a encore besoin de faire beaucoup. Mais si ça devait s'arrêter, c'est ce qu'on a pu. C'est ça que ça veut dire en fait, non? Je sais pas. Oui. L'important, c'est de faire ce qu'on peut. C'est ça. Merci Pierre. Merci à toi. J'espère que ça t'a plu. Moi, ça me plaît toujours de t'entendre. Pareil, toujours agréable de passer un moment avec toi. Même si on est, de toute façon, on se verra. On se verra cet hiver. On se verra. Et je vais diffuser ce message en Guadeloupe et sur les Antilles pour, comme tu dis, refaire ce lien, recréer ce lien avec les animaux et les Guadeloupéens. Cool. Merci beaucoup. Merci à toi. Passe une bonne fin de soirée. À bientôt. Toi aussi. Bye bye. À bientôt. À bientôt, Charbel.